Eh ben, commençons le temps que tout le monde s'installe. Donc, comme c'était dit initialement, je pense que c'est important, vu qu'on est dans un contexte assez pluridisciplinaire, de me présenter en quelques logos. Donc, effectivement, je suis kinésithérapeute, je suis diplômé de 2020 de l'IFM4 Saint-Étienne, mais avec l'opportunité d'avoir pu réaliser un double cursus dans le master dont parlait Rodolphe, qui est un master donc enjeux sociaux et politiques de santé, qui a la particularité d'être à l'intersection entre la médecine et la santé globalement, et les sciences de la santé, et puis la sociologie, les sciences politiques et la santé publique, avec un versant assez fort sur l'apprentissage de l'utilisation des méthodologies de recherche qualitative. Et par l'intermédiaire de ce master, je me suis particulièrement intéressé tout au long de mon cursus aux nouvelles politiques de qualité des soins en France, et ce qui m'a emmené à terminer mon master à la direction qualité des Hospices civils de Lyon, et d'identifier un certain nombre de besoins de terrain, de la part notamment des professionnels qui travaillent dans la qualité des soins dans les établissements de santé, qui est de mieux comprendre globalement la perception de la qualité des soins du point de vue des personnes concernées par la maladie. Et j'utiliserai assez largement ce terme-là pour regrouper aussi bien les patients, les aidants, les proches, les familles. Et donc, pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice sur cette thématique de la qualité des soins perçus par les patients, j'ai notamment, avec 2 patientes expertes, un autre professionnel de santé, un ingénieur, créé une société qui s'appelle Entends-moi, qui travaille au recueil de l'expérience patient et à l'amélioration de l'expérience patient pour la qualité des soins. Et puis, j'en ai créé aussi une extension scientifique dans le cadre d'un doctorat en management des organisations de santé que je réalise au laboratoire Magellan, qui est un laboratoire de recherche sur les organisations, à l'IAE de Lyon, et dans une chaire de recherche management et philosophie appliquée à la santé qui s'appelle Valeurs du soin. Puis j'ai différents engagements associatifs, et notamment le seul qui est un potentiel lien d'intérêt fort avec cette thématique, c'est que je suis membre du conseil d'administration de l'Association européenne de l'expérience patient qui s'appelle Shared Patient Experience. Je vais donc vous parler, je remets simplement le titre initial qui est issu de réflexions que j'avais pu initier dans 2 cadres. Le premier, c'était dans le cadre de kinésithérapie scientifique, donc la revue. Un numéro spécial avait été proposé, ou d'ailleurs il s'était proposé, je ne sais plus, par Samir Boudrem et Eve Gardien, qui m'avaient du coup sollicité pour écrire un article sur globalement la question de comment on arrive à mieux comprendre la qualité des soins et la qualité de nos soins en kinésithérapie par l'intermédiaire de la perception de celle-ci par les patients. Et donc j'avais pu proposer un article de ce type-là, et puis j'avais aussi pu exposer ça aux étudiants et aux jeunes professionnels de la kinésithérapie, de la physiothérapie, dans le cadre du CIFEPCA, qui est le congrès international francophone des étudiants en kinésithérapie et en physiothérapie, je crois, il y a quelques années. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir poursuivre ça et vous proposer un cadre de réflexion que je vous soumets sur cet enjeu de faire de l'EBP au quotidien, ou en tout cas pour moi, dans le cadre de mes travaux, d'évaluer et améliorer ces pratiques rééducatives à partir d'indicateurs de qualité des soins perçus par le patient. Donc voilà, une intervention qui est semi-théorique, semi-pratique, vous le verrez, avec une proposition aussi d'application finalement de ce cadre à la rééducation assez largement. Pour initier, je rappelle quelques composantes de la qualité des soins au travers de différentes définitions. Celle la plus connue et reconnue de Donabédian de 80, qui incluait du coup des composantes liées à la qualité des soins sur les aspects structurels de l'établissement, sur les actions réellement réalisées, et puis sur les résultats de santé, c'est-à-dire les résultats que l'on va pouvoir observer suite à, par exemple, une chirurgie dans un cadre hospitalier, ou suite à une rééducation faite par un rééducateur. Celle qui va nous intéresser tout au long de cette présentation, c'est celle de l'OMS, puisque c'est celle qui a été en partie retenue par la Haute Autorité de Santé, qui dit qu'un soin de qualité doit permettre de garantir à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui leur assurera le meilleur résultat en termes de santé.
Donc on retrouve cet objectif de résultat. Conformément à l'état actuel de la science médicale, on est au cœur de notre sujet, au meilleur coût pour un même résultat, donc avec cette balance coût-résultat, coût-qualité qui est aussi importante. Au moindre risque iatrogène, donc les questions de sécurité des soins qui peuvent être plus ou moins importants en kinésithérapie par rapport aux soins que l'on peut faire, mais dans certains cadres, notamment je pense en respi, qui peuvent être aussi très importants. Et pour sa grande satisfaction, donc cette question de satisfaction, et on le verra qu'on l'élargira aussi à l'expérience patient, au terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. Donc on a ces composantes-là d'efficacité assez largement, d'efficacité et d'efficience par rapport à la prise en charge, par rapport à la prise en compte des coûts, de sécurité, et puis de ce que l'OMS résumait sur le fait d'être centré sur la personne, ou en tout cas patient-centered par le terme anglo-saxon, qui est maintenant largement discuté, mais qui globalement, dans ce contexte-là, on dira, est globalement sur l'objectif d'améliorer la satisfaction et l'expérience des patients. Un changement de paradigme en parallèle de ça prend forme au niveau international, mais aussi dans les textes en France. C'est ce passage de la qualité à la pertinence des soins, avec justement l'intégration de plus en plus forte de l'objectif de résultat au-delà de l'objectif de moyens. C'est vrai, en tant que professionnel, on nous l'a toujours dit, on a avant tout, déontologiquement, un objectif de moyens et pas un objectif de résultat. Or, des personnes comme le professeur Patrick Pessot, qui est le président de l'Association française de chirurgie, donc l'une des associations, l'une des sociétés savantes quand même très influentes en France, qui dit qu'un acte peut être parfaitement réalisé sans aucune complication et donc être de qualité au sens premier du terme, mais pas pertinent si par exemple il n'était pas indiqué. De l'autre côté, dans Ma Santé 2022, orientation politique de la stratégie de transformation du système de santé entre 2017 et 2022, proposée notamment par Agnès Buzyn, mais dans un texte ici qui est issu de l'axe 1 de Ma Santé 2022, qui avait été écrit aussi bien par des représentants de la Haute Autorité de Santé, de l'assurance maladie, mais aussi des représentants des patients. Donc tout le monde était autour de la table, et voilà ce qu'il en ressort de ces différentes, en tout cas des extraits de ce texte-là. L'enjeu est du coup de disposer pour les prises en charge évaluées d'une mesure de la satisfaction, de l'expérience, mais aussi à terme des résultats de santé. Donc on voit bien ici cette petite transition souterraine qui arrive. Et du côté patient, Alain Michel Serretti, ancien président de France Asso Santé, l'Union nationale des associations de patients, qui dit que pour y parvenir, il faudra mesurer la qualité et la pertinence des parcours de soins délivrés à partir d'indicateurs médicaux incontestables et mesurer les variations de résultats des soins tels que vécus par le patient. Donc là, on est bien au cœur de cette transformation, de se dire, petit à petit, on va nous demander déjà deux choses qui ne sont pas toujours faites, notamment en soins de ville. Déjà de mesurer, d'objectiver ce que l'on fait. Et deuxièmement, de mesurer non pas que ce qui se passe pendant, si on suit bien les bonnes pratiques, mais aussi les résultats de nos actes. Et on l'a résumé d'une certaine manière, en tout cas l'HAS l'a résumé d'une certaine manière dans le cadre de la nouvelle version de la certification qualité des établissements de santé. Vous savez, les établissements de santé, tous les 4 ans, doivent se recertifier. Et donc, il y a des experts visiteurs qui viennent faire un certain nombre d'auditions, d'audits auprès des professionnels de tout type. Et dans un des nouveaux axes de la version 2020 de la certification, on voit arriver un objectif qui est passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. Donc, comme je le dis souvent quand j'interviens auprès notamment des cadres ou des responsables qualité, que vous le vouliez ou non, cette transition, elle est là, elle est présente. Donc tout l'objectif, c'est d'essayer d'un minimum la comprendre et de s'y préparer, si on peut le dire comme ça. Mais on peut bien sûr en discuter, même si là en 20 minutes c'est un peu plus difficile, donc je vais plutôt la décrire et voir comment ça s'adapte notamment à la kinésithérapie, mais avec grand plaisir pour en discuter et la critiquer. Du coup, pour initier ce propos, l'objectif c'était de réfléchir, et ça je l'avais fait notamment dans le cadre du CIFEPK, de réfléchir à comment adapter cette transformation et ces différents pans de la qualité des soins à la kinésithérapie. Et donc, j'avais essayé de reprendre au travers d'un certain nombre d'affirmations qui peuvent aussi, et c'était ce que j'avais proposé aux étudiants, être des affirmations auxquelles on peut
sur lesquels on peut se positionner. Un peu, vous savez, on pourrait se dire, on a une échelle de Likert et on se dit, bah, moi, en tant que kinésithérapeute, est-ce que, par exemple, je m'inscris dans une démarche informée par l'épreuve selon le triptyque science, expertise, préférence qu'on a vu depuis tout à l'heure, et se dire, bah, est-ce que moi, d'après moi, je me place et je pense que oui, je suis un kinésithérapeute qui m'inscrit dans cette démarche de pas du tout d'accord à complètement d'accord. J'avais proposé un peu ce cadre qui effectivement commence par le respect des bonnes pratiques, des préférences, besoins et valeurs des patients. Vous voyez, j'avais élargi au-delà des préférences en essayant de mettre d'autres termes pour se dire justement qu'on essayait de tout regrouper. Mais aussi sur les questions de sécurité des soins, j'évite tous les risques iatrogènes. Sur les questions d'efficacité, je fais tout mon possible pour obtenir les meilleurs résultats et si possible au moindre coût lorsque notamment il y a un coût pour les patients directement ou par l'intermédiaire de l'assurance maladie. J'essaye d'obtenir un vécu positif et satisfaisant, donc j'essaye de maximiser l'expérience et la satisfaction des patients. J'essaye aussi de proposer des soins dont la qualité ne varie pas en fonction du genre, de l'origine ethnique, de la situation géographique et du statut socio-économique. Et puis j'essaye de travailler en coordination avec les autres professionnels et je diminue le temps d'attente et parfois les retards préjudiciables. Ça, c'est du coup 6 affirmations issues des différents pans de la qualité des soins, au sens vraiment le plus élargi possible, incluant notamment les questions d'équitabilité, pour aussi avoir intégré ça dans la perception de la qualité des soins. Donc on se place bien dans une démarche où on tend vers une amélioration continue de sa pratique. Hein. Je reprends la route d'Heming que vous connaissez, hein, où on essaye de planifier, d'agir, de valider et puis surtout de repartir sur des cycles d'amélioration. Et l'objectif, c'est maintenant de faire 2 focus sur des thématiques un peu plus précises parmi les 6 que je vous ai proposées, notamment sur les questions d'expérience et de satisfaction patient, mais aussi de résultats de santé, pour voir comment, d'un point de vue assez opérationnel, on peut se lancer en tant que kinésithérapeute, mais plus largement en tant que rééducateur ou en tant que professionnel de santé, dans ce type de démarche pour capter finalement l'expérience patient et les résultats de santé dans l'objectif de comprendre sa pratique, d'évaluer sa pratique et donc d'essayer aussi de l'améliorer. Ici, je vous partage un premier exemple qui est celui du groupement hospitalier Paris-Saint-Joseph, où l'objectif était d'améliorer l'unité de chirurgie ambulatoire. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà, dans un premier temps, recueilli auprès de 140 patients, au travers d'un questionnaire qu'ils avaient construit par eux-mêmes, pour l'unité de chirurgie ambulatoire, d'un questionnaire qui allait bien au-delà de la satisfaction aux patients, et on va voir la différence aussi juste après entre satisfaction et expérience, où au travers de ce questionnaire, ils posaient des questions aussi bien ouvertes que fermées pour essayer de comprendre l'expérience des patients en unité de chirurgie ambulatoire. Et puis, à partir des résultats de ce questionnaire, ils ont organisé des focus group, donc des entretiens de groupe, avec 7 anciens patients qui avaient été sélectionnés notamment pour avoir une certaine représentativité des différents parcours des patients, des différents diagnostics aussi des patients, pour essayer de recueillir spontanément leur vécu et qu'ils puissent répondre à une grille qu'ils avaient constituée dans l'objectif, et cette grille avait été constituée notamment suite aux réponses des patients au questionnaire qui avait été réalisé dans la phase 1. Et donc c'est pour ça qu'il précisait que le quantitatif recueilli ici nourrissait le qualitatif pour avoir donc finalement une phase initiale quantitative à grande échelle pour essayer de caractériser après les thématiques sur lesquelles ils allaient se focaliser au travers du focus group. Cette démarche, elle a permis de valider un certain nombre d'éléments, notamment le bien fondé de la descente au bloc à pied, donc le fait de descendre debout avec un brancardier et de ne pas descendre couché, donc d'avoir une certaine autonomie des personnes. Aussi la tenue vestimentaire qui était préopératoire proposée, la possibilité de garder une pochette dédiée à ses effets personnels, qui ça sont des éléments qu'on retrouve très souvent dans le cadre notamment de chirurgie et particulièrement de chirurgie ambulatoire, où on a une peur aussi par rapport à ces effets personnels qu'on nous enlève et qu'on ne sait jamais trop comment on va retrouver. Ça permet aussi d'identifier des pistes d'amélioration comme des éléments tout simples, et c'était aussi pour ça que j'aime bien cet exemple. C'est aussi pour dire que améliorer l'expérience patient dans son cabinet, améliorer l'expérience patient dans son établissement, dans son service, c'est pas obligatoirement des choses qui coûtent très cher et qui peuvent pour autant avoir des impacts très importants du point de vue des patients. Ici, un des éléments, c'était tout simplement d'installer des horloges.
installer des horloges pour avoir des repères temporels pour les patients qui pouvaient, en descendant au bloc, et notamment après leur chirurgie, être finalement déboussolés, pour prendre le mot qui convient, et donc d'avoir, par l'intermédiaire simplement d'horloges qui étaient placées tout au long du parcours, des repères temporels qui allaient notamment, dans ce cas-là, au travers des focus group qui avaient été réalisés, diminuer leur stress. Or, on sait très bien que notamment le stress en post-opératoire, ça peut avoir des implications non négligeables sur la suite de l'opération, sur les résultats de l'opération, et donc sur les résultats finaux de ce qui a pu se passer à l'hôpital. Donc un exemple assez typique d'une amélioration de l'expérience patient, par l'intermédiaire d'un ajout extrêmement simple et extrêmement peu coûteux, qui va avoir une amélioration sur l'expérience, certes, puisque c'est l'objectif initial, mais potentiellement aussi sur les résultats de santé des patients. Et ce lien d'ailleurs entre expérience et résultat a été largement aussi démontré, en tout cas une corrélation forte entre les deux. Le dernier point qui avait été proposé ici, c'était de limiter le temps d'attente à la sortie de l'établissement et donc d'avoir, dans certains cas, avec la présence d'une infirmière, une consultation vidéo par le chirurgien pour qu'il puisse donner son aval pour la sortie de l'établissement. Je passe ça rapidement pour rentrer du coup sur les éléments un peu plus de définition pour bien comprendre la différence entre expérience et satisfaction, puisque j'en parle depuis tout à l'heure. L'expérience patient, selon la définition de l'Institut américain de l'expérience patient, qui a été retravaillé, traduit par des experts français, et du coup qui a été proposé par l'Institut français de l'expérience patient et publié notamment par l'équipe du professeur Philippe Michel, qui dit que l'expérience patient, c'est l'ensemble des interactions et des situations que va vivre un patient tout au long de son parcours, mais aussi que va vivre son entourage tout au long du parcours de santé du patient, et des interactions qui vont être façonnées à la fois par l'organisation du parcours, mais aussi par l'histoire de vie personnelle de la personne. Donc finalement, dans le cadre notamment d'un exercice d'un kinésithérapeute dans son cabinet ou à l'hôpital, ça va être à partir du moment où la personne déjà prend rendez-vous, est-ce qu'elle va pouvoir facilement prendre rendez-vous? Est-ce qu'elle va trouver les informations pour prendre rendez-vous? Comment ça va se passer son accueil, son attente, les interactions et les discussions avec le professionnel? Est-ce que la personne va pouvoir choisir être dans une forme de décision partagée? Est-ce que la personne va bien avoir toutes les informations pour la suite de son parcours, etc., etc. Tout ça, ce sont des éléments d'expérience que du coup, on va pouvoir questionner. La satisfaction en complément de l'expérience correspond finalement au degré de concordance entre l'expérience que j'ai vécue et l'expérience que je pensais vivre. Et donc là va être plutôt des éléments dits subjectifs, puisque ça va dépendre notamment de ses attentes vis-à-vis de la situation qu'on allait vivre. Un exemple au travers de questions pour bien séparer les deux, entre est-ce que le kinésithérapeute m'a demandé mes objectifs de rééducation ou est-ce que j'ai été satisfait de la personnalisation des soins. Le premier est de l'expérience, le deuxième est de la satisfaction. Combien de temps j'ai attendu dans la salle d'attente? J'ai attendu 20 minutes. C'est objectif, c'est mon expérience. Alors on peut toujours se poser la question, est-ce que ma montre elle fait pas déréglée et donc que c'est quand même un peu subjectif? Mais on part quand même du principe que généralement c'est un élément objectif. À l'inverse de est-ce que ces 20 minutes-là, l'expérience que j'ai vécue, est-ce que j'en étais satisfait ou pas? Ça se trouve, pendant ces 20 minutes, c'était le seul moment de ma journée où j'ai pu traiter tous mes mails que j'avais en retard. Donc finalement, j'étais super content d'attendre 20 minutes, alors que la personne à côté, elle avait des douleurs horribles, et donc 20 minutes, c'était beaucoup trop. Les deux ont une expérience identique, mais une satisfaction différente. Donc plein de méthodes pour recueillir l'expérience des patients. Je vous ai parlé des focus group, je vous ai parlé des enquêtes, notamment par questionnaire. Mais il y en a plein d'autres que ici j'ai essayé de traduire notamment et d'adapter un peu au français au travers de ce travail de la Health Foundation qui essayait de placer notamment sur ces deux axes des méthodes les plus généralisables aux moins généralisables et les plus descriptives aux moins descriptives. Et globalement, c'est ce que l'on regroupe au travers d'un terme en anglais que l'on ne traduit pas pour l'instant en France quand on parle de PREMS. Donc de Patient Reported Experience Measure, des mesures d'expérience rapportées par les patients, que souvent on limite uniquement aux enquêtes. Généralement, on dit que les PREMS, c'est des questionnaires, mais la question se pose à quel point une mesure de l'expérience rapportée par les patients, est-ce qu'un entretien, est-ce qu'un entretien de groupe, est-ce qu'une lettre partagée par des patients, est-ce que ça, c'est pas aussi des mesures de leur expérience partagées par les patients? Donc on peut en tout cas pour aujourd'hui résumer ça de cette manière-là. On parle de PREMS pour globalement parler des mesures d'expérience des patients.
J'avance un petit peu plus vite, simplement pour vous dire que l'expérience ça a plein de liens avec plein d'autres éléments et donc que c'est intéressant aussi de la recueillir, rien que pour essayer d'avoir des impacts par la suite en l'améliorant sur plein d'autres éléments. Et pour terminer sur la partie efficacité, du coup, on a l'objectif d'avoir aussi bien une pratique qui va permettre d'atteindre les meilleurs résultats. Et donc pour ça, de réaliser systématiquement et de manière standardisée une évaluation pré-traitement, une évaluation post-traitement des résultats de soins, du point de vue du professionnel, mais aussi du point de vue du patient. Des éléments qui peuvent paraître très basiques dit comme ça, sauf qu'on le sait très bien tous et toutes que dans la pratique clinique, notamment en cabinet libéral, c'est pas du tout systématique que l'on réalise un bilan pré- et post-traitement. Et d'essayer aussi d'avoir en tête cette balance coût-efficacité. Et c'est particulièrement le cas lorsque ce coût est non pas mis sur le professionnel, mais mis à la charge du patient ou de la collectivité. Et donc, deux derniers termes un peu barbares, mais qui sont intéressants d'identifier, puisque c'est les termes, même en français, qui sont utilisés dans la pratique et dans la littérature scientifique, que sont le terme de CROMS et de PROMS. Donc, quand je vous disais ici, on fait un bilan pré- et post-traitement, qu'on évalue de mon point de vue en tant que professionnel et du point de vue du patient, ça se représente au travers des mesures, des résultats rapportés par les cliniciens, des CROMS, et des mesures des résultats rapportés par les patients, les PROMS. Donc d'un côté, ça va être tout ce qu'on connaît, les tests cliniques validés, les mesures manuelles ou électroniques de force, d'amplitude, etc. Mais aussi des échelles que le praticien va remplir. Par exemple, des échelles où on va observer ce qui se passe, ce que le patient réalise, mais ce n'est pas lui qui va remplir l'échelle par rapport à ce que lui a réalisé, c'est nous en observant. Et donc ça, c'est bien une mesure de ce que l'on observe, de sa qualité de vie, de son état fonctionnel, de notre point de vue. Et donc, ça va permettre d'évaluer le résultat finalement de nos soins, de notre rééducation, de notre point de vue. Et à l'inverse, lorsque l'on fait remplir des questionnaires qui va évaluer l'état de santé, qui va évaluer les symptômes, qui va évaluer les fonctions, du point de vue du patient en autonomie par lui-même, dans ce cas-là, on est bien sur des PROMS. Un exemple pour le cadre de la hanche, un questionnaire qui est notamment proposé de plus en plus en routine suite à des poses de prothèses de hanche. On va faire remplir ce questionnaire qu'un certain nombre connaissent, notamment quand on fait de la recherche, puisque c'est des questionnaires issus de la recherche scientifique pour évaluer, par exemple, des nouvelles prothèses, où on va avoir ici 12 questions sur les capacités du patient pendant les 4 semaines précédant le remplissage du questionnaire, sur 3 domaines différents, la douleur, la mobilité et l'activité, et avec à chaque fois 5 possibilités de réponse. Je vous lis juste la première. Durant les 4 dernières semaines, avez-vous eu des difficultés pour vous laver, vous séchez le corps vous-même, des pieds à la tête, à cause de votre hanche? Est-ce que je n'ai aucune difficulté, des difficultés minimes, modérées, majeures, ou c'était impossible à réaliser? On questionne la fonction, on questionne à quel point finalement le patient a cette capacité-là, et on va pouvoir l'évaluer par exemple en amont de sa chirurgie, à la suite de sa chirurgie, mais aussi tout au long de sa rééducation et à la fin de sa rééducation, pour se poser la question, finalement, est-ce que ma rééducation, mais aussi tout ce qu'il y a autour, a permis d'atteindre les résultats que l'on souhaitait atteindre au début. Enfin, par où commencer pour se lancer dans ce type de format? Déjà sélectionner le parcours de santé que l'on souhaite améliorer. Alors ça peut être le plus fréquent, ça peut être aussi le plus important pour vous, pour les patients, pour le système. C'est aussi le moment d'être dans une démarche collaborative quand on se lance dans ce type de format, donc d'essayer de recontacter d'anciens patients qui ont été suivis dans le cadre de ce parcours et de se poser la question, notamment dans un cadre d'activité libérale, est-ce qu'on arrive à être dans cette démarche collaborative où on arrive finalement à travailler avec des anciens patients. C'est pas toujours facile et il y a plein de ressources qui peuvent vous aider là-dessus et j'en ai mis quelques-unes à la fin. D'identifier les questionnaires qui sont recommandés pour ce parcours. Pareil, j'ai mis les ressources pour le faire. Et puis de co-construire l'ensemble des indicateurs que l'on va suivre auprès des patients, mais aussi de son côté, pour évaluer finalement l'expérience et les résultats de santé de notre rééducation. Et puis bien sûr, tester et valider plus loin. Alors je vous passe le dernier exemple et j'arrive sur les ressources pour aller plus loin, simplement pour vous décrire en quelques mots
ces ressources-là. Donc, des ressources pour vous aider à utiliser justement les questionnaires à recueillir de la part des patients. Ça, c'était l'article justement dont je vous parlais initialement. Et puis, une super boîte à outils québécoise qui permet de reprendre un peu tous les éléments dont je vous ai parlé, mais surtout de pouvoir avoir plein d'exemples de recueil de l'expérience et des résultats de santé avec des vidéos qui permettent d'expliquer ce que c'est et avec des mots assez simples pour notamment les faire comprendre par tout le monde et en particulier par les patients. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume. Du coup, il nous reste 5 minutes pour des questions. Est-ce que déjà il y en a dans la salle ou en ligne? Ouais, 2. Allez. Merci beaucoup pour c'était très clair. Je me pose des questions sur la sélection des patients, l'auto-sélection des patients, l'attrition, l'éviction, les effets d'éviction, les effets de sélection négative, etc. Ouais. À tous les niveaux, hein, soit au niveau de l'organisation, soit au niveau de la relation patient-kiné. Ouais. Le fait que ça entraîne une sélection, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Bon, de quel type est cette sélection? Comment vous arrivez à contrôler cette sélection? Mais dans quel cadre? Dans le cadre de notamment des profs et des profs, qui répond, qui ne répond pas. Est-ce qu'à chaque fois, on a un moyen de savoir qui refuse de répondre? Est-ce qu'il y a des conflits qui expliqueraient qu'il y a des gens qui refusent de répondre? Voilà. Comment vous faites les conflits en fait? Vous avez une démarche très consensuelle, mais par définition, il y a des gens qui ne rentrent pas là-dedans. Et donc, comment vous traitez les relations conflictuelles éventuelles? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, pour initier quelques éléments de réponse potentiels sur ce sujet-là, déjà, on essaie toujours dans ce type de format d'avoir aussi, à la fin du recueil, des éléments sociodémographiques pour essayer de comprendre qui répond et d'essayer de voir si par rapport à la population que l'on souhaitait étudier, on a une différence majeure ou pas, et de finalement prendre ces éléments comme des éléments de contexte en se disant, bah voilà, on a réussi à les recueillir ces éléments qu'auprès de ces personnes-là. D'autant plus que souvent, c'est des recueils qui se font aussi de manière numérique, ce qui pose énormément de questions sur l'inhabilité numérique, voire sur l'inaccessibilité aussi. Donc ça, c'est tout un pan aussi sur lequel on essaie de travailler. Mais déjà, de au moins comprendre cette population et après, de mettre en place un certain nombre de méthodes pour essayer de faire même de ce qu'on appelle de l'aller vers. Hein, quand on dit qu'on fait de l'aller vers en santé publique, là, c'est la même chose. Nous, on a déjà travaillé, par exemple, avec des médiateurs de santé pair qui, du coup, faisaient le rôle d'aller auprès des personnes qui, justement, n'étaient pas capables de manière numérique de remplir les questionnaires et donc de le remplir avec eux. On essayait aussi dans ce cas-là que les questionnaires qui étaient remplis avec eux, on les mette de côté pour aussi bien prendre en compte le contexte, puisque du coup ce n'est pas un remplissage qui est purement autonome. Souvent c'est au plus des personnes qui avaient besoin qu'on leur explique un minimum les questions, parce que les questions sont pas toujours très simples. Donc ça permettait de quand même atteindre cette population-là, mais avec un biais potentiel que nous on arrivait à gérer, mais parce qu'on était dans un cadre d'amélioration continue de la qualité et pas dans un cadre vraiment purement scientifique d'évaluation, notamment par exemple d'un médicament par rapport à un médicament en aveugle, où là généralement vu qu'on ne veut pas avoir ces biais, on met complètement ça de côté et du coup on se concentre effectivement que sur une population donnée en mettant effectivement de côté ça. Mais c'est en tout cas nous une des réponses qu'on a pu trouver pour essayer de vous donner déjà quelques pistes. Mais il y en a plein d'autres, et notamment ces questions de traduction des questionnaires, pour aussi que ça soit dans chaque langue, d'explicitation des questionnaires. Voilà, il y a plein de choses qui se font. Le NHS au Royaume-Uni est très très fort là-dessus parce qu'ils ont une politique d'accessibilité, notamment de leurs services publics et des outils autour des services publics qui sont très fortes. Nous, en France, on est très très loin de ça. Pour vous donner un exemple et pour terminer là-dessus, la Haute Autorité de Santé qui gère le questionnaire national d'expérience patient qui est proposé à une grande partie des patients suite à leur hospitalisation, il est envoyé que par mail, donc déjà il faut avoir un mail, il est envoyé du coup que de manière numérique, il est envoyé que en français et il est composé d'une 60aine de questions fermées assez complexes. Donc c'est sûr que là par exemple, on sait très bien que le résultat qu'on a
la population du coup qu'on étudie et sur lesquelles on peut se baser pour améliorer la qualité des soins est clairement une population très réduite, ça c'est certain. Merci Guillaume. Rapidement, il y a une question dans le chat qui parle des proms, si je dis pas de bêtises. Alors, les proms sont questionnaires et... Peut-être canadienne. Je fais ça. Pour le coup, je rêverais de pouvoir dire que de la même manière que sur les proms ne sont pas que des questionnaires, parce qu'on pourrait aussi très bien recueillir les résultats de santé du point de vue des patients avec d'autres méthodes, notamment avec des entretiens. On pourrait très bien se dire, et ça commence à se faire, où par exemple on pose un micro lors d'une consultation, on recueille du coup l'échange entre le professionnel et le patient, et on retranscrit entièrement, potentiellement automatiquement toute cette conversation, et on analyse et on voit de manière automatique, avec du traitement automatique du langage, qu'est-ce qui ressort comme élément partagé par le patient, et notamment qu'est-ce qui ressort comme élément qu'il partage sur sa qualité de vie, sur son état fonctionnel, quand il dit pendant la consultation initiale, qu'il dit bah moi j'arrive pas à monter mes 3 étages, et qu'à la fin, au dernier bilan, il dit bah moi j'arrive à monter mes 3 étages. Ça on peut le détecter de manière qualitative et finalement le transformer en un indicateur de mesure et dire bah voilà, on a une différence entre le début et la fin. Donc ça c'est un peu des nouvelles méthodes émergentes, mais clairement pour l'instant les prompts sont exclusivement des questionnaires, pratiquement exclusivement des questionnaires avec des questions fermées, donc où finalement on mesure les résultats de santé uniquement de manière quantitative pour l'instant. C'est extrêmement rare qu'on le fasse différemment.